RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et on se retrouve dans cette émission assez spéciale qui est dédiée au projet Ligne de vie à l'occasion de l'inauguration du nouveau trolleybus à Nancy. Donc au départ du voyage de Ligne de vie, il y a une idée, raconter et faire vivre les histoires individuelles et collectives du territoire du Grand Nancy pour célébrer la transformation de la ville et accueillir le nouveau trolley. En traçant la ligne qui relie les stations balisant les quelques 10 km de la Ligue 1, Ligne de vie propose de redécouvrir par l'art les quartiers qu'elle traverse et les trajectoires uniques de leurs habitants. 4 communes, 11 équipes artistiques, de nombreuses associations, des professionnels, des habitants, des écoliers, des jeunes, des retraités. Beaucoup de personnes, depuis plus d'un an, c'est tout le territoire qui s'est mobilisé pour écrire le récit d'un voyage inédit fait d'exploration urbaine, de rencontres, de récits de vie, d'expériences, de mobilité et de partage. Et à l'occasion de l'inauguration du trolley, la métropole du Grand Nancy invite ses habitants à embarquer pour un joyeux périple en 6 étapes à travers son territoire. Et on accueille aujourd'hui dans cette émission les participants du deuxième arrêt de ce petit voyage. Et parmi nos invités, donc on a Nicolas Arnoux. Bonjour. On a Amandine Thury-Holken. Bonjour. Ainsi que Evelyne Talandier. Bonjour. Si vous pouvez juste un tout petit peu vous rapprocher du micro. Merci beaucoup. Et on arrive tout de suite à notre discussion. RCN, les masques tombent. Alors pour commencer cette discussion, je vais vous demander de vous présenter. Donc on va faire un petit tour de table. Nicolas, je propose de commencer. Donc vous êtes musicien. Oui, alors moi je suis musicien, accordéoniste, pianiste et compositeur. D'accord. Et je travaille avec Fabrice B sur ce projet. On est deux en fait, qui est également accordéoniste et compositeur. Et on appartient à un collectif de musiciens qui s'appelle Le Bazardier, qui est basé à Nancy et c'est un collectif qui à la fois soutient divers projets de création tels que celui sur lequel on travaille et qui organise également un festival de musique inclassable, on va dire. Inclassable, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est sur des musiques qui sont à la frontière du jazz contemporain, des musiques totalement improvisées, de la musique contemporaine, des performances multi-artistiques. Voilà, pour donner des exemples des derniers projets qu'on a fait. On a fait 2 projets. Un qui s'appelait Trans Shooting Express, qui mêlait un groupe de jazz rock avec des musiciens gnawa marocains. Okay. Et un autre qui s'appelle Le Grand Voyage, qui était avec un flûtiste indien. C'est toujours des musiques de création, mais qui retraversent différentes choses. D'accord. Voilà, alors quand je dis inclassable, si on a envie de par exemple, il y a 2 ans au festival, ça ne s'est pas fait, mais on avait prévu de faire un concert d'improvisation à l'orgue. Voilà. Ok. Voilà. Que vous pratiquez ou juste avec des personnes? Non, c'était un musicien, un organiste, voilà, qui m'a demandé ça. Ça s'est pas fait, mais c'est un exemple de type de projet. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce festival? Ce festival et ce collectif existent depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Il y a un groupe, on est essentiellement 7 musiciens professionnels dedans, mais on mène des projets qui sont souvent différents. C'est une idée un petit peu collectiviste, si j'ose le terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnies qui travaillent autour du travail de 1 ou 2 ou 3 artistes. Voilà, nous on travaille autour de différents projets menés par 7 artistes différents, et avec l'idée que cette association c'est quelque chose qui nous lie, mais aussi que c'est aussi un outil de travail en commun, voilà, puisqu'on a une licence de spectacle, puisque c'est ça qui nous représente auprès notamment des institutions, mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on a inscrit ce projet-là qu'on mène Fabrice et moi au sein de ce collectif. Ouais. Ok, très bien. On reparlera du coup sur vos actions au sein de ce dispositif, mais c'est très clair pour votre association. Et du coup, ça veut dire, est-ce qu'on peut par exemple vous rejoindre ou s'il y a des musiciens par exemple qui nous écoutent, est-ce que vous êtes ouvert à des adhésions ou des collaborations? Tout à fait, on est ouvert à toutes les adhésions et à toutes les collaborations. Vous pouvez venir aux différents concerts qu'on fait, et puis notamment ce festival, il est début décembre, c'est un petit festival, il dure 2 jours. D'accord.
Mais oui, il faut venir nous rencontrer, échanger, jouer. Ouais. Voilà, tout ça. Et ça fait longtemps que vous jouez, vous êtes multi-instrumentiste, du coup, vous avez dit piano, Ouais. Oui, accordéon. oui, ça fait longtemps parce que je fais ça depuis que je suis enfant et qu'après je suis devenu musicien professionnel. Mais c'est toujours à travers différents projets de groupe D'accord. liés au jazz de création, on va dire, liés aux musiques du monde D'accord. et à la chanson. Ok. Et voilà, donc ça fait de nombreuses années que je fais ça aux endroits où ça se passe. Où ça se passe, ouais. Où on veut bien que ça se passe. Enfin voilà, Ça dépend. Ouais, Et ce ça dépend. festival-là, il a lieu où? Parce que vous avez Il a lieu à la MJC Lillebonne. à la MJC Lillebonne. Ouais, il y a, je sais pas si je fais un peu d'histoire, mais il y a une grande tradition de collectifs liés au jazz et aux musiques improvisées à la MJC Lillebonne. Dans les années 70, il y avait une association qui s'appelait la NAJA, qui était un peu en parallèle de l'évolution du free jazz et des revendications politiques qu'il y avait à l'époque aux États-Unis. Après, il y a eu un autre collectif dont je faisais partie également, qui s'appelait Émile 13, qui a fait 20 ans de projets, qui était plus gros. Et puis nous, on a pris la suite avec le Bazardier. Ok, très bien. Je sais Voilà, que, mais il y a d'autres assos aussi, on n'est pas les seuls. je pensais à une en particulier, dont je connais certains membres, c'est l'association Appellation Pantouflard Contrôlée. Tout à fait. Qui organise régulièrement Voilà. des concerts un peu de. C'est de l'improvisation en Mais on réalité. est dans la même mouvance. Ouais. Ouais, c'est tout. Et il y a encore une autre assos qui s'appelle RPT. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais il y a énormément d'associations qui tournent beaucoup, autour de la MJC Lillebonne Ouais. et qui font plein de choses très créatives. Très diverses et créatives, Ouais, c'est clair. On va passer à vous, Amandine. Donc vous êtes photographe et anthropologue. Comment vous travaillez en fait en tant que photographe? Vous êtes donc freelance, vous travaillez à votre compte. Sur quel projet vous intervenez en général? Eh ben, c'est le statut d'artiste auteur. D'accord. Et ça va. J'ai deux types de projets. J'ai des projets au très très long terme, sur 5 ans, 10 ans, qui sont vraiment des documentaires D'accord. à la fois photographiques, anthropologiques ou de l'ordre de l'anthropologie visuelle. Et j'ai des projets un peu plus courts, comme Ligne de vie, sur 1 an, 2 ans, où là, ce sont des résidences artistiques et je vais m'intéresser à un sujet, expérimenter des choses pendant 1 ou 2 années. D'accord. Vous dites que vous êtes anthropologue, c'est-à-dire que vous êtes diplômé d'anthropologie? Parce que ça peut ne pas être forcément clair pour tout le monde. C'est quoi votre rapport à l'anthropologie, justement? Eh ben, j'ai commencé par être photographe, par faire une école d'art. Et en école d'art, j'étais déjà très intéressée par le documentaire. Ça m'a toujours intéressée de comprendre comment les gens pensent, comment les gens vivent, enfin, qu'est-ce qui fait société. Et ça me semblait important, comme je faisais du documentaire, d'avoir la forme, que j'estimais avoir travaillé aux Beaux-Arts, mais aussi d'avoir le fond. C'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend les gens, comment est-ce qu'on comprend la société, quelles sont les méthodes. Et j'ai poursuivi dans la foulée avec un master et un doctorat en anthropologie. D'accord. Ok, ça va, vous avez enchaîné pas mal d'années d'études au final. Et donc aujourd'hui, vous mélangez vraiment l'anthropologie à votre photographie, ou est-ce que vous faites aussi de la photographie qui s'éloigne un peu plus de cet œil, je dirais, sur la société, sur les gens? Est-ce que par exemple vous faites de la photographie de paysage ou d'autres types de photographie, parce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous faites d'autres choses? Est-ce que vous mélangez forcément l'anthropologie à la photographie? Forcément, parce que la raison pour laquelle je fais de la photographie, c'est vraiment de comprendre comment les gens vivent. C'est votre inspiration en fait. C'est ça, et je fais partie des anthropologues qui n'aiment pas écrire. Donc je n'aime pas écrire sur les gens, mais par contre j'aime bien les photographier ma recherche est portée essentiellement sur les pratiques collaboratives. Donc comment est-ce qu'on peut créer une recherche à plusieurs avec les personnes du documentaire, donc en apprenant aussi aux personnes à faire des photos, à documenter leur point de vue. C'est comment travailler l'éthique de la science, surtout l'éthique collaborative. Et moi, ce qui m'intéresse, oui, par-dessus tout, c'est faire des photographies avec les gens et voir comment tout ça peut apporter une connaissance. J'aime ni spécialement écrire, ni spécialement faire une photographie. Par contre, ce que j'aime faire, c'est faire un documentaire avec les gens. Ok, je vois. Vous avez des exemples de documentaires, par exemple, sur lesquels vous avez travaillé en dehors de Ligne de vie? Vous parliez de projets sur 5, 10 ans. Vous avez des exemples de projets?
De 2012 à 2017, alors c'est un projet qui continue encore aujourd'hui, mais de manière un peu plus sporadique. D'accord. J'ai travaillé avec des zonards, donc ce sont des personnes qui font la manche, qui vivent plutôt en squat, et j'ai plutôt travaillé avec ceux issus du mouvement punk. Ça m'intéressait beaucoup de voir comment des personnes qu'on qualifie être dans la rue, tout ça, ont aussi en fait toute une pratique culturelle qui est très forte et qui structure le quotidien. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé avec ces personnes. Alors on continue aujourd'hui, mais de manière un peu moins régulière, mais on continue de faire des choses, des petits projets. Et depuis 2017, je travaille surtout avec une famille syrienne. D'accord. Où j'ai eu la chance de rencontrer le père quand il est arrivé à Nancy, quelques mois après. Et quelques mois après, sa famille est arrivée. Donc, j'ai pu être avec eux depuis leur tout premier jour en France. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à l'immigration en France, comment ça se passe, et essayer de créer un peu des récits alternatifs par rapport à ce qu'on montre dans les médias. Bien sûr. De montrer juste le quotidien, en fait, comme il est. Donc, vous allez à la rencontre de ces personnes, au final, et vous participez à leur quotidien. C'est un peu votre façon de... Comment vous les photographiez? C'est-à-dire que vous les suivez, vous interagissez avec eux, vous vivez avec eux? Exactement. Alors, je dors quand même chez moi, mais l'idée, oui, c'est ce que j'appelle zoner. C'est-à-dire, je vais passer des journées entières avec, parfois à faire des photos, parfois non, parfois à faire les courses, parfois à discuter, parfois à rien faire, parfois à faire des choses extraordinaires, aller voir une personne en concert. Et l'idée, c'est de comprendre, et c'est aussi de leur apprendre à faire des images pour qu'ils puissent eux-mêmes documenter leur quotidien, avoir un point de vue sur ce qui se passe et être en contrepoint de ce que moi je fais. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Et du coup, tout votre travail, ces documentaires-là, on peut les retrouver sur un endroit en particulier ou c'est à chaque fois sur différentes plateformes, différents formats en fonction des projets? Il y a des choses sur mon site internet, mais il n'y a pas la globalité. Il y a plus des images ou des textes qui vont parler de ça. De ce projet, ouais. Et les globalités, elles vont être plus visibles dans des expositions, quand les projets sont exposés. Après, parfois, il peut y avoir des éditions, il y en a qui sont en cours. Ça vient parce que c'est vrai que le livre, il permet au projet d'exister tout le temps et pas l'exposition. Donc, je travaille là-dessus et je me sers aussi des réseaux sociaux pour l'utiliser comme journal de terrain. D'accord. Donc là, je suis partie de Meta pour aller plus vers PixelFed, Mastodon, tout ça. D'accord. Et je me sers de ça pour raconter, au fait, au jour le jour, comment se passent les projets. Ouais. Ok. Voilà, et ça permet de voir le projet autrement. Ok, et vous avez les noms peut-être de ces plateformes pour qu'on puisse vous retrouver pour suivre votre travail? On trouve le nom, mon pseudo? Oui, si vous avez un pseudo. C'est Amandine Turielken. C'est directement votre nom. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Merci pour cette présentation. Et on va passer à Evelyne Talandier. Donc vous êtes bénévole, c'est ça? Oui, c'est ça, au sein du Cercle du Travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Cercle du Travail, du coup, qui est l'hôte de ce pop-up Ligne de Vie? D'accord. Le Cercle du Travail, c'est la plus vieille association nancéenne. Elle a été créée en 1876. Incroyable. Et lorsqu'elle a été créée, ça a été créé par des bienfaiteurs nancéens, style Corbin, Eugène Vallin, des très gros employeurs de Nancy à ce moment-là, qui étaient des anciens Alsaciens qui sont venus après la guerre de 70. D'accord. Et eux, ils considéraient qu'ils avaient des ouvriers qui ne savaient pas souvent lire et écrire. Donc, ils ont décidé d'ouvrir un lieu où on pouvait offrir gratuitement le soir en cours pour ces ouvriers, de quoi apprendre à lire, à écrire et se perfectionner dans leur métier. D'où le titre Éducation populaire au Cercle du Travail. D'accord. Après, ce Cercle du Travail a évolué. Les bâtiments appartiennent à la ville de Nancy. On a la chance d'être dans un lieu vraiment, on pourrait dire un écrin, parce qu'il est magnifique, ce lieu. On est carrément dans la porte. La porte Saint-Georges, ouais. Et toutes les personnes qui viennent nous voir sont étonnées de ce lieu, qui est resté dans son jus un peu, et qui raconte toute cette histoire depuis 1876 jusqu'à nos jours. On a gardé cette volonté au niveau du Cercle du Travail d'avoir ce principe de base des créateurs qui était la laïcité et le bénévolat.
Chez nous, on a 28 intervenants qui nous font des cours en couture, en dessin, en aquarelle, en informatique, en porcelaine, en travail de la terre, en chorale, en théâtre, etc., en littérature policière, en yoga, en sophrologie. Donc, on a 28 intervenants qui viennent bénévolement. D'accord. Et ça crée, chez nous, moi j'estime que ça crée un esprit de famille, quoi. Les gens viennent pour se détendre, pour apprendre, pour partager leur savoir, mais c'est aussi riche pour ceux qui viennent, qui s'inscrivent, puisqu'on a 200 à 250 personnes qui sont inscrites chez nous. C'est aussi riche pour eux d'apprendre, que c'est aussi riche pour nos intervenants de faire passer leur savoir. Donc moi, ce qui m'a plu d'être bénévole au Cercle du Travail, c'est justement cette grande famille. On a l'impression qu'on fait partie d'une grande famille où tout est notion de partage, de laïcité, et on a envie de s'y sentir bien. D'où l'intérêt, nous, de faire connaître de plus en plus le Cercle du Travail. Bien sûr. Et on a un président depuis 3 ans qui a vraiment cette volonté d'ouvrir le Cercle du Travail, certes sur nos activités de base, mais également sur tout ce qui est culturel. Lui-même a une pièce fait du théâtre, sa pièce de théâtre à lui, et il essaie d'inscrire le Cercle du Travail maintenant dans une démarche aussi culturelle. De ce fait, la ville nous a rattachés au service culturel maintenant. D'accord. Et toujours dans cette nouvelle dynamique de notre président, il veut aussi s'inscrire dans le quartier. Il y a une association de commerçants qui s'est créée, qui s'appelle Vert d'Acier, où on les a accueillis pendant tout un dimanche parce qu'ils ont fait une fête pour se faire connaître. Enfin, vraiment, la volonté, c'est de faire connaître ce cercle parce qu'on se rend compte que les Nancéens et l'agglomération ne connaissent pas trop cette richesse, ce qu'on peut leur proposer et ce bâtiment, quoi. Et de ce fait-là, quand on nous a demandé de faire partie de ce gros projet Ligne de Vie, alors là, c'est sûr que nous, on était tout à fait d'accord pour ouvrir les portes du cercle. Carrément. Voilà. On reviendra justement sur le projet Ligne de Vie. Et avant de s'écouter un extrait audio, on va s'écouter l'intervention et la présentation d'une personne qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui car elle n'était pas disponible. Mais il s'agit du coup de Laurence Duperron qui est créatrice de promenades littéraires à la bibliothèque de Nancy. Donc nous sommes avec Laurence Duperron. Vous travaillez donc à la bibliothèque de Nancy. Vous êtes créatrice de balades littéraires au sein de cette bibliothèque. Qu'est-ce que c'est une balade littéraire ? Alors bonjour. Une promenade littéraire, en fait, c'est une déambulation dans Nancy autour d'un thème pendant une petite heure. Au cours de laquelle on propose aux personnes qui sont intéressées de découvrir en fait différents points de la ville à travers des extraits de romans, de la poésie aussi, des passages de nouvelles, donc en fait de la littérature aussi bien contemporaine que plus ancienne, mais souvent contemporaine, et ces extraits sont lus précisément, autant que faire se peut, à l'endroit où la narration se déroule. Donc c'est vraiment une façon de découvrir Nancy autrement. Donc c'est des auteurs qui sont nancéens ou issus de la région, ou c'est uniquement des passages qui ont un lien avec les lieux visités ? Alors la plupart sont nancéens. Ils ne le sont pas tous. Pour exemple, parmi les grands noms de la littérature, Simone de Beauvoir est passée à Nancy et elle a écrit sur Nancy, Victor Hugo. Donc ça, c'est des personnes, vous voyez, qui ont un renom national et qui ne sont pas nancéennes. Par contre, vous avez des auteurs nancéens. Parmi les plus connus, on peut évidemment citer Nicolas Mathieu. Virginie Despentes n'est plus habitante de Nancy, mais enfin, elle est née et a vécu à Nancy jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, il y a énormément, en fait, dans cette thématique, d'écrivains nancéens ou bien, pour le moins, lorrains. D'accord. Et donc, ces petites promenades, vous les organisez tout au long de l'année Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Excusez-moi de vous couper. En fait, si vous voulez, j'ai lancé ça juste après la crise sanitaire parce qu'on était très malheureux pendant un certain temps de ne pas pouvoir accueillir, en raison des restrictions, notre public à la bibliothèque.
comme on le fait habituellement pour certaines propositions de médiation culturelle. Et par conséquent, je me suis dit que dans la mesure où je m'occupais d'un site sur lequel je géolocalise des extraits que je choisis et que je fais enregistrer par mes collègues de la bibliothèque, il était peut-être intéressant d'envisager une promenade dans Nancy. Et en fait, ça a super bien marché. Donc, on en a fait 6 le premier été. Et là, cet été, ce sera la 6e édition. Donc, chaque année, je choisis un thème différent. Et dans la mesure où le projet Ligne de vie m'a beaucoup plu dès le départ, je suis allée en tant que citoyenne, en fait, à la première réunion en novembre 2023. J'ai proposé qu'on fasse quelque chose aussi dans le cadre du lancement du nouveau trolley. Et c'est comme ça que les choses se sont ficelées, si je puis dire. Et alors, l'élément important aussi, c'est que ces promenades, elles sont toujours faites à 2 voix. C'est-à-dire que moi, de base, je ne lis pas systématiquement. Je suis accompagnée d'un ou d'une collègue qui, eux, font les lectures. Et moi, je fais la modération. Et sur certains textes, on lit à 2 voix parce que c'est aussi plus vivant. Donc, ça apporte, si vous voulez, pas mal de variations. Et puis, on se promène, mais sans que ce soit du tout un marathon. Et donc, les personnes aiment bien aussi ce côté avec des respirations entre chaque lecture. Et par exemple, l'été, on adapte aussi aux conditions climatiques de façon à ce que ce soit agréable et pas épuisant, quoi. Mais c'est vrai que c'est une formule qui plaît énormément et je pense que c'est aussi une façon de montrer que la Lorraine inspire énormément d'écrivains. On reviendra dans un instant sur son implication et sur votre implication dans le projet Ligne de vie. Après s'être écouté l'extrait créé par Nicolas Arnoux et Fabrice Bey, du coup, un extrait qui c'est donc la création musicale que vous proposez pour le projet Ligne de vie et qui s'intitule Vélodrome Charles Leclerc, c'est ça ? Général Leclerc. Général Leclerc. On s'écoute ça tout de suite. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans Les Masques tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et nous sommes toujours avec les participants du 2e pop-up organisé à l'occasion de l'inauguration du trolleybus organisé par la métropole de Nancy. Et on vient donc de s'écouter un extrait de votre création musicale, Nicolas. Et cet extrait en particulier, vous l'avez fait tout seul ou comment s'est fait cette création? Parce que du coup, elle est assez longue. Oui, c'est une création qui fait 30 minutes parce on s'est basé, notre envie et la proposition qu'on a faite, c'était de composer une pièce qui faisait la durée du voyage en fait, du trolleybus entre les 2 terminus. D'accord. Voilà, donc qui était a priori de 30 minutes, je ne sais pas si elle fait au final vraiment 30 minutes. À peu près. Voilà. Donc tout se déroule en fait comme un voyage. La pièce qu'on vient d'entendre, enfin, qui est juste la première partie, elle correspond notamment à l'arrivée c'est pour ça qu'elle s'appelle Vélodrome Général Leclerc. Oui. Elle correspond à ce nœud de circulation avec tous les véhicules qui arrivent de partout au niveau du Vélodrome. Oui. Voilà, la musique. Alors ça, c'est une pièce qu'a écrite Fabrice, qu'on vient d'entendre. Parce qu'en gros, on a travaillé bien sûr sur le projet ensemble, mais on a chacun créé 3 pièces, je crois. Ouais, d'accord. Il me semble. Et donc, ça suit le déroulé. Ça suit le déroulé du voyage. Donc, il y a la descente de Brabois, il y a le Vélodrome, il y a l'avenue du Général Leclerc, il y a l'avenue Jean Jaurès. L'avenue Jean Jaurès, il y a un endroit qui s'appelle le PC Mobilité, qui est l'endroit où tous les débits de circulation des bus sont réglés. Il y a le centre-ville avec la question des travaux, même si là ils sont finis, mais en tout cas qui était assez central parce qu'on a beaucoup utilisé ces sons-là. Il y a un endroit à Essay qui s'appelle le Bazar à Lisette, qui est un lieu d'aide sociale. Et il y a le terminus de Mouzin-Pré. Voilà. Et le déroulé, si tout se passe bien, ça permet d'exposer à la fois, là je crois que les extraits qu'on va entendre, c'est vraiment des extraits où ça joue. Mais il y a aussi des parties qui sont sonores. Oui. Voilà. Donc vous parliez des extraits, par exemple, des travaux? Oui, c'est-à-dire que vous avez capté le son. On a capté le son des travaux, et alors parce que nous, c'est aussi ce qui nous intéressait, c'était de lier la langue
l'aspect musical de la langue parlée, en fait. Donc, par exemple, les travaux, on a fait une visite du chantier du tram avec une école du Quai de la Bataille, je crois. On a enregistré des sons de travaux à ce moment-là. On a enregistré certains enfants qui parlaient de ces travaux-là. Et on a utilisé les intonations musicales qu'il peut y avoir dans une phrase, dans une syllabe, pour créer un discours musical plus global entre ça, les sons de travaux et les instruments. D'accord. Voilà. Ça, c'est une création musicale que vous avez l'habitude de faire, qui mêle un peu la parole ou des sons à de la musique ? Oui, alors ce qu'on a créé, ça s'inspire d'une pièce de Steve Reich, qui est un compositeur contemporain qui est toujours vivant, mais enfin qui est vraiment très, très connu et reconnu. Et c'est une pièce qui s'appelle City Life, qui est sur la ville de New York, où il a réalisé ce type de travail avec un orchestre beaucoup plus imposant que deux accordéons et avec beaucoup plus de moyens et de temps, mais où schématiquement il est allé chercher des sons de la ville de New York qu'il a échantillonnés, enfin ça veut dire réintroduit dans un instrument électronique, on va dire, et pour réécrire de la musique à partir de cet échantillon. Et il a utilisé aussi des interviews des attentats du World Trade Center de 93, des conversations des pompiers en fait à ce moment-là. Et je crois qu'il y a aussi des extraits de paroles d'habitants de New York. Bon, c'est une grosse pièce qui a été écrite, je crois, fin des années 90, mondialement connue. Mais disons que le procédé de nous, on voulait intégrer à la fois une dimension très instrumentale et orchestrale, parce que ça fait partie de ce qu'on est comme musicien. Bien sûr. Et puis à la fois intégrer la parole des habitants ou les choses qu'on a recueillies qui nous paraissaient, qu'on avait envie de... Parce qu'il n'y a pas que des choses sur le son, il y a aussi des choses sur le contenu. Par exemple, la partie qui concerne le bazar à Lisette, c'est justement les gens de l'association qui parlent de qu'est-ce qu'ils font comme travail social avec les habitants de la métropole. D'accord. Que vous avez intégré du coup directement qu'on a intégré, et à chaque fois, l'idée c'était de faire... C'est de décaler le regard, de créer un regard poétique sur un trajet, sur ce que ça traverse, et avec notre regard à nous, hein, bien sûr, mais et en gardant une composante, en gardant quand même l'idée de la musique, toujours en tête, que ce soit la musique des mots ou par exemple, le tout début qu'on a entendu, il y a le son qu'il y a derrière, c'est des sons qu'on a captés sur le skatepark. D'accord. Voilà, donc on a recréé de la musique à partir de sons, de grind, de tail et tout ça. Voilà. Et on a même séquencé ces trucs-là. Très bien. C'est bizarre parce que je vous ai jamais vu au skatepark, c'est un lieu que je fréquente beaucoup. C'est vrai. Je vous embête. J'y vais pas très souvent, mais là j'y suis allé, et en plus je suis tombé sur un jeune qui en fait beaucoup, et c'est un de mes anciens élèves. Non, c'est un des... Enfin bon, voilà, c'est un gamin que je connaissais par le truc de la pédagogie musicale, où il m'a fait plein d'extraits, plein d'exemples de figures. Ouais. C'est surtout le son, à la fois c'est les sons en particulier qui m'intéressaient. Ouais. D'accord. Et du coup, comment vous êtes greffé à ce projet Ligne de Vie en fait ? Est-ce que parce que ça, c'est toutes les inspirations qui vous sont venues, mais comment vous avez été approché peut-être pour ce projet ? Ou est-ce que vous êtes présenté ? Ou qu'est-ce que ça représentait pour vous ? En fait, ça a été un appel à projet de la métropole qui a été diffusé aux associations, aux compagnies, et dont la nôtre. Ouais. Ça a même peut-être été diffusé plus largement. Et après, il y a un certain nombre d'artistes qui ont répondu, qui ont été sélectionnés sur, je crois, sur leur expérience de ce type de projet, sur ce qu'ils avaient fait artistiquement. Ça, il faudra interroger qui de droit, c'est pas moi qui étais. Voilà, donc vous aviez déjà du coup une approche un peu de ce lien entre la musique et les habitants, ou en tout cas les personnes. Ce genre de choses. parce qu'on avait déjà fait des choses dans ce domaine-là, et que c'est quelque chose qui nous parlait. Et puis puis après, moi j'aurais tendance à dire que c'est comme ce que je disais avant, notre propos c'est avant tout la musique, mais dans la parole on entend de la musique,
Et alors, ça peut être de la musique qui est liée juste aux mots qui sont émis, mais ça peut symboliser des choses très fortes pour nous. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là qu'on a essayé de mettre en forme. Très bien. Merci beaucoup pour votre expérience. Et je vais vous retourner la question à vous, Amandine. Par quels moyens vous avez mis votre expérience de la photographie et de l'anthropologie, ou peut-être pas du tout, au sein du projet Ligne de Vie? Quelle est votre intervention au sein de ce pop-up, du coup? Eh ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'investir l'espace public avec l'idée, qui est quelque chose que je ne fais pas habituellement. D'accord. Mais ce que je trouvais très intéressant avec le trolley ou bus, ou en tout cas avec ces réseaux-là, avec cet appel, c'était de me dire, souvent, on attend le bus, le tram, le trolley, et on s'ennuie. On ne sait pas quoi faire. D'accord. Et est-ce que, du coup, les arrêts de bus sont pas un endroit génial pour faire des documentaires? Parce qu'à force de prendre le bus 1 fois, 2 fois, 10 fois, au bout de 30 fois, de la 30e fois, on va peut-être finir par lire ou écouter ce qu'il y a écrit. Mmh. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était d'investir l'espace public pour essayer de créer du documentaire et des liens en fait entre les personnes qui prennent le bus, qui attendent, et des questions autour de la mobilité, de l'espace public. Donc ça vient par des photos ou des expositions sur directement les arrêts de bus, en fait? C'est ça. Alors, c'était le projet initial, en tout cas. Après, ça a pas mal bougé. Il y a eu beaucoup de contraintes. C'est pas évident d'investir l'espace public, même clairement. quand on a plein d'idées. Donc, il reste plus que 2 choses par rapport au projet initial. Mais en tout cas, l'idée, elle est toujours là, qui est de créer du lien, en tout cas d'essayer d'intéresser les futurs usagers des transports à quelques questions autour de la mobilité. Parce que ça existait déjà, si je dis pas de bêtises, sur l'ancien tram. Il y avait des arrêts où justement, je me souviens par exemple de celui de la place Gérard Barrois, où il y avait une explication du passé de Michel Platini qui était passé par l'AS Nancy-Lorraine. Il y avait également d'autres arrêts à Nancy où il racontait des faits sur des monuments, comme la cathédrale, place de la cathédrale, ou la vieille ville. Et c'est un peu dans cet esprit-là que vous pensiez réinvestir avec votre œil à vous, et plus sur les gens, pour le coup, directement les arrêts, quoi. Eh ben, esthétiquement, pas du tout. Pas du tout, ok. Mais par contre, dans le fond, complètement. C'est même ça qui a été source d'inspiration. Ou à Paris, des fois, où j'adore quand on prend le métro et qu'il y a des choses écrites, on les lit. C'est un peu le but de la pub aussi. Sauf là, je me suis dit, voilà, c'est comment est-ce qu'on remplace la pub pour faire des choses plus intéressantes. Ouais. Et donc, c'est complètement parti de ça, mais avec l'idée d'en faire une forme plus créative, plus artistique, et aussi qui soit pas quelque chose qui questionne un peu le social. C'est pas juste une page Wikipédia du tram du chose, mais quelque chose qui questionne un peu comment est-ce qu'on vit ensemble. Voilà, qu'est-ce que l'espace social. D'accord. Quelque chose de plus personnel, un peu qui touche plus les gens et qui rassemble au final. C'est ça. Ouais. Et au final, vous dites qu'il y a seulement deux de toutes les idées que vous aviez qui se sont concrétisées. Et c'est lesquelles, du coup, aujourd'hui ? Eh ben, ce qui reste, il y aura un QR code pour arriver sur des podcasts faits avec des conductrices et des conducteurs de bus que j'ai rencontrés plusieurs fois, qui m'ont raconté un peu leur vie, leur métier. Et moi, j'adore parce que l'idée, en tout cas, ce que moi j'ai imaginé, ce qui m'a beaucoup plu et ce que je leur ai dit, j'imagine quelqu'un qui va prendre le bus et puis tout d'un coup, on écoute ce podcast et il y a un conducteur qui parle de lui. Parce que moi, où je les ai interrogés beaucoup, c'est évidemment pourquoi ils ont fait leur métier, leur ligne préférée, mais c'est aussi quel regard ils ont sur les passagers. Oui. Et je trouvais ça assez marrant de renverser un peu la tendance. C'est vrai qu'on ne discute pas forcément avec des chauffeurs de bus, pour le coup. Et je pense qu'ils doivent avoir des choses à dire sur les citoyens qui utilisent en fait les transports en commun, quoi. Et exactement. Et je pense souvent, on pense qu'on prend un bus et on oublie que le conducteur est pas un robot qui conduit le bus, mais que c'est un être humain qui a des humeurs, qui voit les gens monter, sourire, pleurer, s'énerver, rater leur bus. Et donc moi, je trouvais ça très intéressant. Oui. Et la deuxième chose, c'est une carte collaborative avec des outils open source, libres, faits avec
Clément, qui est le tramino nancéen aussi, qui a une émission, je crois, Oui, chez vous. sur les transports. C'est ça. Où on est parti à la recherche. En fait, il y avait un tramway à Nancy sur rail de 1872, je crois, à 1950. Quelque chose comme ça. Les dates ne sont pas tout à fait justes. Et j'ai trouvé ça... moi, je ne le savais pas du tout. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça dingue de me dire qu'il y a 150 ans, il y avait déjà un tramway à Nancy. Ouais. Moi, je pense comme beaucoup de gens, je tenais au TVR. Il avait une histoire magique, le tramway qu'on avait, même s'il était en panne, mais on le connaît partout en France. C'est vrai. Et du coup, de savoir qu'il y avait un tramway avant, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il allait jusqu'à Dombasle, Pompée et Pont-Saint-Vincent. D'accord. Donc, j'ai refait parfois avec lui, parfois seul, toutes ces lignes de l'ancien tram à vélo, et on a photographié systématiquement tous les vestiges qui restaient. Il y a aussi un peu un travail d'archives pour remettre en place, et il y a comme ça une grande carte collaborative qui monte tous les vestiges qui restent, et aussi quelques images d'archives qui montrent le tram à l'époque, à l'endroit où les photos ont été prises. Ouais. Et donc ça, vous l'exposez sur le lieu du pop-up, c'est ça? C'est toutes ça. ces photos? Il y aura une carte avec quelques-unes de ces photographies. D'accord. Et il y aura surtout un QR code qui renverra vers la carte collaborative, où là, l'idée, c'est que les gens puissent télécharger la carte. Et après, s'ils veulent, aller voir d'eux-mêmes dans toute la métropole où ont été faites les photos, les vestiges qui restent. Il y en a vraiment des centaines. Des centaines. Ok, c'est un gros travail en réalité. Ouais. Et merci. Il y avait d'autres interventions que vous faisiez aussi sur ce pop-up, ou c'était vraiment les deux principales que vous mettrez en place le 1er avril? Non, c'était les deux là. Après, peut-être dire un petit mot sur celui qui a pas pu se faire et qui me tenait beaucoup à cœur et qui normalement devait aller avec, qui en fait la métropole a récupéré presque 800 récits. Oui. Et j'ai tout lu, trié, ordonné, j'en ai sélectionné une quarantaine. Et ensuite, je suis partie de l'idée qu'on allait en faire des graffitis, parce que là, c'est une parole d'expression libre, et qu'on allait les mettre aux arrêts de bus, comme si les personnes étaient venues s'exprimer directement aux arrêts de bus. Et ensuite, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui ont sélectionné ces textes, qui ont imaginé le personnage qui aurait fait ce graffiti, tout ça. Et je pense que ça aurait été quelque chose aussi d'assez intéressant, et ça mettait en avant des questions sociales aussi, sur la mobilité, mais aussi sur les discriminations dans les transports en commun, sur l'espace public. Donc c'était assez marrant à imaginer. À faire. C'était même fait. Mais... D'accord. Et du coup, sur ça, vous faisiez vous-même les graffitis, ou vous aviez pensé à un collectif Non, j'invitais d'autres gens de la métropole. D'accord. À les faire et à s'en saisir et à imaginer, à les sélectionner et imaginer qui aurait pu faire ces graffitis. D'accord, donc ça c'est un projet qui ne verra pas le jour pour le coup. Non, on trouvera peut-être une forme de le montrer au pop-up qui sera du coup éphémère. On y réfléchit. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Et je me tourne à présent vers vous, Emeline Talardier, puisque le Cercle du Travail dont vous faites partie accueille justement ce pop-up. Donc vous le disiez, c'est un lieu plutôt mythique à Nancy, la porte Saint-Georges. Et par quels moyens en fait vous offrez les locaux à toutes ces interventions en fait? Donc quelle est votre implication dans ce projet Ligne de Vie? Nous, on ouvre nos portes. Alors, quand j'entends les intervenants de nos deux artistes, là, ça me fait rêver, moi. Je me dis, on a de la chance de pouvoir participer à ce projet, parce que c'est vraiment une ouverture culturelle au niveau des sons, au niveau des images. Enfin, je trouve ça excessivement intéressant. Et au niveau du Cercle du Travail, pouvoir participer à cette manifestation, c'est génial, quoi, c'est génial. Et étant donné que je pars du principe que le Cercle du Travail, c'est un bâtiment extraordinaire, c'est fantastique qu'on puisse participer à cette opération. Alors, on ouvre nos portes, on a une terrasse avec l'endroit pour peut-être le soir faire en sorte que les gens puissent discuter, se retrouver, peut-être manger quelque chose. On a une salle de spectacle
vraiment où le son est parfait. Hein. Certes, on peut recevoir que 50 personnes, mais bon, voilà, c'est encore à travailler. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Et puis voilà, on ouvre nos portes. Nous, l'intérêt, c'est d'ouvrir les portes, de faire en sorte que les gens viennent, découvrent et participent à cette ouverture culturelle qui est vraiment fantastique, quoi. Ceci dans un lieu qui finalement participe tout autant à remontrer un peu Nancy et des endroits qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Parce que la porte Saint-Georges, c'est aussi... Ça fait partie de la dynamique de notre association. Bien sûr. Que quand je vous disais que nous, on ouvre sur tout ce on essaie de travailler avec les différents acteurs culturels de la ville. Par exemple, on travaille avec aussi la manufacture, puisque le 19 mars, on accueille chez nous Quartier Libre. Ça sera le 3e ou 4e Quartier Libre qu'on accueille. Oui. Donc, plus on peut travailler avec les acteurs de Nancy et de la métropole, ça nous intéresse. En plus, on a la chance sur Nancy et la métropole d'avoir quand même une dimension et vraiment beaucoup de perspectives et d'innovation. C'est une ville excessivement riche, mais c'est vraiment... moi, je suis nancéenne, hein, donc je sais que on a de la chance. Je veux dire, on voudrait découvrir, participer, mais il y a beaucoup de choses. Tellement les MJC, comme Lillebonne aussi. Vraiment, on a chez nous, on a cette chance-là d'avoir un tissu culturel, associatif, excessivement riche. Très riche, ouais. Le cercle du travail en fait partie, bien sûr. Et oui, je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. En tout cas, ce sera une belle occasion de remontrer encore une fois toute cette richesse culturelle qu'on a à Nancy. Et je vous propose qu'on s'écoute maintenant le témoignage de Laurence Duperron. Vous parliez de ligne de vie. Comment vous avez rejoint le projet ? Comment vous vous êtes dit que ce concept, si je peux appeler ça comme ça, était une bonne manière de se greffer à cette inauguration du trolleybus ? Tout simplement parce que la première invitation pour l'ensemble des citoyens de la métropole du Grand Nancy était un soir dans la grande salle de l'Octroi en novembre 2023. Et moi, j'ai souhaité y aller. Alors, j'y allais avec un œil professionnel et j'ai trouvé, si vous voulez, cette invitation à chacun pour participer, témoigner et tout ça, tout à fait intéressante. C'était organisé par table selon les quartiers et j'ai pas choisi le quartier où j'habite à Nancy, j'ai choisi le quartier où je travaille, c'est-à-dire le plein centre, puisque la bibliothèque Stanislas se situe rue Stanislas. Et il fallait après faire la modération de tous les échanges du groupe, puisque chacun évoquait ses souvenirs dans ce quartier. Et à ce titre-là, j'ai évidemment restitué ce qui s'était dit dans notre petite table, où personne ne se connaissait. Et puis j'ai évoqué aussi le fait que j'aimerais beaucoup pouvoir envisager une collaboration à titre professionnel. Et ça s'est ficelé 8 mois plus tard, et puis ça s'est affiné avec 2 réunions par la suite. Et puis voilà, ça va avoir lieu pour mon plus grand plaisir le 1er avril. Effectivement, et peut-être que vous pouvez déjà nous dire un peu quelles sont les particularités de cette balade. Alors, cette promenade, elle a pour particularité de partir de la porte Saint-Georges et non pas de la bibliothèque, ce qu'on aime bien démarrer depuis la cour de la bibliothèque. Là, on démarre de la porte Saint-Georges et puis on va se faire plaisir en étant le long de la ligne 1 puisque c'est l'objectif, mais on va aller jusqu'au canal, le port Sainte-Catherine qui a une véritable âme, et ensuite sur le chemin du retour, on se paiera le plaisir, le luxe de s'arrêter dans les quartiers les plus, j'ai envie de dire, emblématiques du Nancy de Stanislas, à savoir la place d'Alliance et puis la place Stanislas. Et on reviendra tranquillement rue Saint-Jean pour terminer à la cathédrale. D'un point de vue pratique, j'ajoute quand même que c'est des promenades qui sont sur réservation, parce que la jauge est limitée et que si à 17h, ce qui risque d'être le cas, ça affiche complet, on en refera une sans réservation dans le courant de la soirée. Merci à Laurence Duperron de la Bibliothèque de Nancy pour ce témoignage radiophonique. Enfin, téléphonique plutôt. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir présenté plus en détail votre
implication dans ce projet et toutes les merveilleuses façons que vous avez eues de remettre un peu en avant toutes ces choses à Nancy. On le rappelle, donc le pop-up se tiendra le 1er avril, donc à la porte Saint-Georges de Nancy. Elle se tiendra un peu toute la journée et le thème donc de ce pop-up est donc la persistance de nos mémoires et des balades à travers le temps. Donc n'hésitez pas à aller découvrir toutes ces associations et tous ces fabuleux travaux qui ont été créés à cette occasion. Merci donc à vous d'avoir participé à cette émission et merci à nos chers auditeurs. D'ici là, je vous dis qu'on se retrouve pour une prochaine émission des Masques tombent très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org